Ils entraient dans ces lieux avec une valise, parfois même sans rien. On leur promettait un avenir, un refuge, une chance de se relever. Mais derrière les murs épais, les uniformes et les règles se cachait tout autre chose. Certains n'en sont jamais sortis, d'autres ont mis des années à trouver les mots pour raconter ce qu'ils avaient vécu. Dans cette vidéo, je vais vous plonger dans ce qui a été parfois l'enfer des orphelinats ou de certaines écoles. Des lieux qui étaient censés développer des valeurs, instruire, mais surtout protéger, qui ont complètement failli à leurs devoirs et d'ailleurs qui ont même brisé des vies. J'espère que vous êtes bien installés. Je tiens à vous prévenir que certaines des histoires présentées peuvent être dérangeantes. Et maintenant que ça a été dit, plongeons-nous ensemble dans ces quelques récits concernant ces institutions. En novembre 2011, un drame épouvantable secoue le paisible village du Chambon-sur-Lignon, niché dans les hauteurs de la Haute-Loire. Une adolescente de 13 ans, pensionnaire au collège et lycée Cévenol, un établissement réputé pour ses idéaux de tolérance et d'ouverture, disparaît brutalement. Ce qui, au départ, ressemble à une simple absence inquiétante, se transforme en une affaire d'une gravité exceptionnelle qui marquera durablement l'opinion publique. Agnès Marin était une élève sans histoire. Le jour des faits, elle avait informé certains de ses amis qu'elle comptait faire une petite promenade en forêt. Mais plus tard, lors de l'étude et du dîner, elle n'est pas réapparue. Ses camarades, inquiets, ont décidé de partir à sa recherche, malgré l'interdiction de sortir le soir. Agnès n'est pas retrouvée, et rapidement on commence à soupçonner quelqu'un. Un autre élève de l'internat, qui a été aperçu plutôt revenant seul des bois, avec le visage à moitié dissimulé et des marques bien visibles. Au fur et à mesure du temps, son comportement intrigue d'autant plus, jusqu'à inquiéter. Et au final, il avoue tout. Le corps d'Agnès est retrouvé 2 jours plus tard, dans une clairière à plusieurs kilomètres du collège, partiellement calciné. Au moment de cette découverte, personne n'était prêt à entendre ce qui lui était arrivé. Les analyses ont montré que la jeune fille avait été battue, poignardée à 17 reprises, mais aussi qu'elle avait été victime d'un abus intime. Et ce n'est qu'à ce moment-là que l'ampleur de l'affaire a éclaté, parce que le jeune homme qui revenait des bois, un certain Mathieu, qui avait commis là l'irréparable, n'en était en fait pas à son premier passage à l'acte. 16 mois plus tôt, il avait déjà été mis en examen. D'ailleurs, pour des faits plutôt similaires, une affaire d'une extrême gravité. Et malgré la réputation qui était plus affaire de ce jeune homme, beaucoup d'établissements scolaires ne souhaitaient pas l'avoir en leur sein. Mais les parents ont réussi à convaincre le collège et lycée Cévenol de l'accepter. Et ce nouvel établissement scolaire a été pour lui un terrain de chasse idéal, parce que le collège et lycée Cévenol avait un modèle d'éducation très unique en France. Pas de mur d'enceinte, pas de portail, aucune barrière, les élèves étaient complètement libres de leurs mouvements. Mais ce Mathieu, qui était-il réellement? Il est né le 30 décembre 1993 à Nîmes, dans le sud de la France. Il a grandi à Nagey-sur-Orge, un petit village du Gard, au sein d'une famille plutôt ordinaire. Un père qui enseigne les sciences sociales et sa mère est comptable dans une clinique, qui s'investit d'ailleurs dans la vie municipale. Mais à seulement 16 ans, un premier événement a bouleversé son parcours. Durant l'été 2010, Mathieu est mis en cause dans une affaire très sérieuse impliquant une ancienne camarade de classe. Sous prétexte de lui rendre 10 €, le jeune homme a attiré cette camarade au pied d'un arbre où il avait attaché des lacets. Il a réussi à restreindre la jeune fille, puis il a abusé intimement d'elle. La victime a eu une excellente réaction et elle en a parlé très rapidement à un adulte responsable. Le soir même, Mathieu a avoué et ses aveux ont donc entraîné une punition judiciaire. Il a été envoyé en maison d'arrêt. Et c'est au bout de 3 mois et demi que ce jeune homme a été libéré. Ce qui avait déjà choqué ici profondément, c'est la méthode. Concrètement, Mathieu avait vraiment soigné ce qu'il comptait faire. Il avait prévu le coup, et bien prévu le coup. Il a choisi un lieu isolé, il y allait en avance pour préparer les fameux lacets afin d'attacher sa victime. Et malgré cette chose très grave qui s'est produite, des experts psychiatres ont dit que Mathieu pouvait être libéré et qu'il suffisait simplement qu'il reçoive une bonne éducation scolaire pour régler le problème. En plus, le père de Mathieu a appuyé en faveur de cette libération en disant qu'il avait été accepté dans le fameux collège-lycée Cévenol. Un collège alternatif, donc qui propose une éducation alternative qui pourrait convenir à son fils. Est-ce que Mathieu aurait été accepté si ceux qui étaient en charge des inscriptions avaient su au préalable qu'il avait été refusé pour ce qu'il a fait auprès de 16 autres établissements? Je ne sais pas, mais là en tout cas, ça a été fait. Et ce choix s'est avéré être terriblement dramatique. Déjà par rapport
à la mort d'Agnès, mais l'acceptation au sein du collège montre aussi qu'il y a eu de nombreuses failles dans son dossier. Les institutions ne communiquaient pas entre elles, il devait avoir un suivi psychiatrique qui n'a pas été réalisé, et il devait avoir, au vu de ce qu'il a fait, un encadrement renforcé. Et le profil psychologique de ce jeune homme, qui était assez complexe mais très inquiétant, n'a clairement pas été pris en compte. Il a été accepté dans le collège comme si c'était n'importe qui. Une éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse devait rendre plusieurs fois visite à Mathieu, au corps enseignant, afin de savoir si tout se passait bien. Elle y allait une fois. Et quand elle y allait, elle n'a même pas rencontré le directeur de l'école, elle a rencontré quelqu'un, un CPO, quelque chose comme ça, et elle est repartie. Elle n'a pas communiqué sur pourquoi forcément elle venait, elle n'a pas dit tout ce que Mathieu avait fait, et inversement, le corps enseignant n'a pas communiqué sur ce qu'il faisait, alors que, on va dire que son naturel était revenu très vite reprendre sa place. Par exemple, il n'avait pas le droit de se rendre dans le Gard parce que là-bas vivait la jeune fille dont il avait abusé, son premier crime. Donc, elle, sans le vouloir, revoyait son agresseur, simplement parce qu'il ne respectait pas les interdictions qu'il avait. À l'école, il passait sa main sous les jupes des filles, il traînait en laisse des camarades de classe, et il allait dans le centre de documentation, le centre de CDI, sur des sites internet, mais pas n'importe lesquels. Des sites internet illégaux, mettant en scène des enfants très jeunes dans des situations déplacées. Et avec tous ces comportements-là, l'école s'est dit qu'à part une exclusion temporaire, ils allaient laisser passer les choses. Ah si, il y a eu un conseil de discipline, et Mathieu est passé. Et en sachant tous ces éléments dans cette histoire, on se rend compte que Mathieu n'est pas en quelque sorte le seul responsable du drame qui s'est produit. Certes, il en est l'auteur, mais il aurait clairement pu en être empêché. C'est sûr et certain, l'enfer qu'Agnès a vécu dans cette forêt aurait pu être évité. L'établissement, lui, s'est défendu en disant qu'il était déjà fragilisé financièrement et donc qu'il n'a pas pu ou su imposer les conditions de sécurité nécessaires. Et lors du procès, les juges souligneront une dangerosité marquée ainsi qu'un passé déjà alarmant. Le verdict est sans précédent pour un individu de l'âge de Mathieu. Réclusion criminelle à perpétuité, une peine extrêmement rare dans de telles circonstances. Et le retentissement de cette affaire est tel qu'il précipite même la chute du collège Cévenol qui avait été fondé en 1938 par des protestants engagés dans la résistance non violente. Ce collège avait abrité de nombreux enfants réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. Porté par des valeurs de paix, d'humanisme, il avait accueilli des générations d'élèves venus du monde entier. Mais dans les années 2000, les difficultés financières s'accumulèrent, les effectifs chutaient, et le drame d'Agnès Marin a donné le coup de grâce à cette institution. C'est après 76 ans d'existence, en juillet 2014, que le collège a fermé définitivement ses portes. L'affaire ne s'arrête encore pas là. Quelques années plus tard, l'État français a lui-même été reconnu responsable de fautes lourdes dans cette affaire. Il a été condamné à indemniser la famille d'Agnès Marin pour n'avoir pas pu empêcher ce qui aurait en fait pu l'être. Il y avait de nombreux signaux qui pouvaient montrer que Mathieu pouvait récidiver, et ces signaux n'ont pas été pris en compte. Cette affaire est devenue une sorte de symbole, un symbole des failles du système judiciaire face à la dangerosité de certains profils. C'est une histoire glaçante qui rappelle que même les lieux pensés pour être des refuges peuvent devenir, par négligence, les scènes de l'irréparable. À Marquette, dans le Michigan, se dresse encore aujourd'hui un immense bâtiment de briques rouges, imposant et silencieux. L'ancien orphelinat de la Sainte Famille. Construit au début du XXe siècle, il avait été pensé comme un refuge pour les enfants en détresse. Pourtant, derrière ces murs épais, c'est une toute autre histoire qui s'est jouée. Les travaux de construction ont débuté en 1914. Et c'est un an plus tard, en 1915, que finalement, l'orphelinat a ouvert ses portes. Il accueille alors des enfants qui entrent entre la 2e et 8e année scolaire, puis progressivement, l'orphelinat s'ouvre à des nourrissons mais aussi à des adolescents. Si à l'origine cet établissement était destiné à recevoir un certain public, il a rapidement intégré des enfants autochtones, mais pas avec leur accord, c'était complètement contre leur gré, on les retirait de leur famille pour pouvoir mieux les pousser à assimiler la culture américaine. Il y a des récits qui racontent que ces enfants, arrachés à leur culture d'origine, ont découvert qu'ils étaient vraiment que des décennies plus tard, un temps où il était trop tard pour renouer avec leurs racines. La vie à l'orphelinat n'avait rien d'un cocon protecteur. Rythmé par les prières, les corvées et les cours, le quotidien de ces enfants était austère, parfois brutal. Beaucoup d'anciens pensionnaires refusent encore aujourd'hui de parler de ce qu'ils y ont vécu. Et ceux qui osent évoquent une discipline des plus strictes, des punitions sévères et une atmosphère pesante.
Certaines histoires, transmises de génération en génération, continuent d'alimenter le mystère autour de ce lieu. Et parmi elles, il y a une histoire glaçante qui revient souvent. Celle d'une fillette qui serait sortie pour jouer dans la neige, mais sans permission. Elle a été surprise par une tempête. Elle aurait été trouvée plus tard complètement congelée. Ce décès tragique a marqué, mais ce qui a choqué d'autant plus, c'est la réaction de l'orphelinat. Le corps de la fillette aurait été brièvement exposé aux yeux de tous les enfants pour leur servir de leçon, leur montrer pourquoi il ne faut pas désobéir. Officiellement, il n'y aurait eu qu'une cérémonie qui aurait été organisée au sous-sol. Ça n'aurait pas été exposé en plein dans le hall principal, mais il y aurait eu un passage de tous les enfants dans le sous-sol qui ont vu le corps de cette jeune fille qui avait perdu la vie. L'orphelinat, lui, est resté en activité jusqu'en 1967. Les derniers enfants qui ont arpenté ces couloirs étaient des enfants réfugiés du Cuba, et dès les années 80, le bâtiment était complètement abandonné. Ce n'est que des décennies plus tard, en 2017, que l'endroit a été rénové et complètement transformé. C'est devenu une résidence moderne, Grandview Apartments, un endroit qui offre apparemment une vue imprenable sur un lac. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avant sa rénovation, le lieu attirait les passionnés du paranormal et les curieux en quête de sensations fortes. Des étudiants du coin racontaient avoir vu une poussette se déplacer toute seule, ou alors avoir entendu des pleurs d'enfants dans l'entrée, et même observé des lumières inexplicables briller à travers les fenêtres désertées. Certains évoquent même une étrange lueur verte flottant dans l'ancienne salle de soins du sous-sol. Aujourd'hui, il est difficile de savoir si ces phénomènes persistent. L'accès au bâtiment est désormais strictement réservé aux résidents. Pourtant, une croyance persiste. Lorsqu'un lieu a été marqué par la souffrance, ce n'est pas forcément le bâtiment qui retient cette énergie, mais la terre elle-même. Et peut-être qu'en posant un pied dans ces couloirs rénovés, certains en ressentent encore les échos d'un passé qu'on n'a jamais vraiment voulu entendre. Nous sommes fascinés dans notre culture au travers de différents médias par les récits d'orphelins. Que ce soit Harry Potter, Batman, les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, ces histoires d'enfants abandonnés ou captives. Ces enfants qui, malgré leur situation, arrivent à évoluer, à grandir d'eux-mêmes, à être courageux. Ces histoires sont peuplées d'enfants, sans parents, régulièrement maltraités, mais souvent réservés à un destin hors du commun. Il ne s'agit là que de fiction, car la vraie vie, elle, est bien plus difficile à raconter, et surtout à entendre. Une femme, Christine Kennelly, a eu le courage de se renseigner sur un orphelinat en Alaska. Une décennie dans les ténèbres a fouillé la souffrance réelle. Elle a mené l'enquête. Pendant 10 ans, consulté des rapports de police, des lettres, des journaux intimes, consulté des témoignages, des transcriptions de procès. Elle a même interrogé les personnes même au cœur de ces événements. Tout cela pour comprendre ce qui s'est réellement passé derrière les murs de briques d'un orphelinat catholique situé à Burlington dans le Vermont. L'orphelinat Saint-Joseph. Et les histoires qu'elle rapporte sont presque impossibles à croire. Et pourtant, elles sont bel et bien vraies. Ce qu'elle dévoile, c'est un univers de violence et de silence, soutenu par l'Église et resté impuni pendant de nombreuses années. L'orphelinat Saint-Joseph était un orphelinat qui était encore actif dans les années 70. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui ont grandi sont encore en vie aujourd'hui. Ce sont des hommes et des femmes qui sont toujours en quête de réparation vis-à-vis des traumatismes qu'ils ont vécus. Pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils ont vécu là-bas, dans cet orphelinat, ça dépasse de loin les punitions qu'on pouvait même subir dans un autre temps. Parce que dans les vieilles punitions, on imagine des gifles, des humiliations, rester à genoux pendant très longtemps, des heures. Mais dans l'orphelinat Saint-Joseph, on parle de bien pire. On parle de torture, de corps jetés du haut des fenêtres, d'enfants enfermés dans des réservoirs d'eau ou attachés dans des greniers glacés. Il y avait également des sévices intimes réalisés par des religieuses, mais aussi par des prêtres. Ces enfants étaient forcés de manger leur propre vomi. Ils ont été battus, brûlés, balancés par les pieds au-dessus des escaliers, enfermés dans des placards pendant des jours. Et on leur disait que leurs parents ne voulaient juste plus d'eux, qu'ils étaient seuls, et que s'ils parlaient à qui que ce soit, ils seraient punis encore plus sévèrement. Christine Kennelly rapporte des récits de mort, des enfants poussés par les fenêtres, un garçon qui aurait été laissé dehors attaché à un arbre en plein hiver jusqu'à ce que son corps ne gèle. Elle parle aussi d'une fillette battue à mort après avoir simplement volé un bonbon, un nourrisson étouffé avec un oreiller, et malgré ces témoignages, aucun corps n'a jamais été retrouvé. Aucune enquête n'a été complètement menée. Et il n'y a eu aussi
aucune condamnation. Donc, beaucoup des victimes de cet orphelinat ont décidé de résoudre le problème eux-mêmes en se donnant la mort. D'autres ont sombré pour essayer d'oublier tout ce qui s'était passé dans la drogue, dans la violence, dans la rue. Et quoi qu'il en soit, bien que ces personnes aient choisi des chemins différents, elles avaient toutes un point commun. C'est que pendant très longtemps, elles ont gardé le silence sur ce qui leur était arrivé. Parce que d'un côté, elles avaient honte, chose qui se comprend, mais dont elles n'ont pas à se sentir responsables. Ces personnes avaient aussi peur parce que simplement personne ne voulait écouter et croire ce qui était raconté. Effectivement, le peu qui ont osé parler n'ont pas été pris au sérieux. Et ça même par leur propre famille, tant tout ce qui leur est arrivé semble complètement inimaginable. Mais dans les années 90, un groupe de survivants, n'en pouvant plus, décide de se rassembler. Et une femme au sein de ce groupe, Sally Dale, qui a vécu 23 ans dans cet orphelinat, raconte sous serment ce qui lui est arrivé. Elle se souvient du bruit, d'une fenêtre brisée, d'un enfant projeté dans le vide. Elle se souvient d'un garçon qu'on a forcé à apprendre à nager en le jetant dans un lac. Elle se souvient aussi d'un corps dans un cercueil, brûlé et méconnaissable, qu'elle a dû embrasser sous la menace d'une nonne. Elle se souvient aussi des coups de ceinturon, des nuits entières passées figées, les mains jointes sous l'oreiller. Elle se souvient aussi très bien du nom des sœurs. Ces tortionnaires, sœur Jeanne du Rosaire, sœur James Marie, sœur Claire, des noms qui, à chaque fois pour elle, évoquent des cauchemars. Heureusement, ce groupe a été soutenu par un avocat, Robert Widman. Cet homme a enquêté, recueilli beaucoup de témoignages. Il a parcouru la totalité des États-Unis d'Amérique pour retrouver des personnes ayant vécu dans le dit orphelinat afin de corroborer ce qu'il racontait. Et au fur et à mesure du temps, à mesure que les récits s'accumulent, les similitudes entre les histoires deviennent bien trop nombreuses pour être écartées, être ignorées. C'est sûr, quelque chose de bien réel et d'horrible s'est passé dans les murs de l'orphelinat Saint-Joseph. Le doute n'est plus permis. Des personnes qui ne se sont jamais vues racontent la même chose. On parle du même grenier, du même placard, des mêmes flammes sur le bout des doigts. Et au-delà de ces tourments, l'avocat découvre autre chose. C'est que les enfants qui étaient là-bas n'étaient pas tous des orphelins. Certains avaient bel et bien des parents. Et ce n'est pas les parents qui avaient décidé de placer des enfants ne pouvant pas s'occuper d'eux dans l'orphelinat. Non, on avait retiré les enfants de leur famille parce que la famille était considérée comme trop pauvre, malade ou trop seule, concrètement jugée inapte à s'occuper de leurs enfants, alors qu'il n'y avait pas de maltraitance ou quoi que ce soit. Mais l'État ou l'Église ont pris la décision de leur retirer ces enfants pour les placer dans cet enfer sur terre. Le combat judiciaire durera des années, mais la plupart des victimes n'auront jamais leur jour au tribunal. Pour une simple et unique raison, la prescription, le silence, le manque de preuves matérielles. À la fin, l'Église propose un règlement à l'amiable, 5 000 $ par personne, contre l'abandon de toute poursuite. Certaines victimes acceptent, d'autres refusent. Et l'une d'elles dira plus tard, « J'ai dû lécher du vomi pour survivre. » Une autre encore, « Ils m'ont brûlé avec des allumettes pour m'apprendre à ne pas voler. » Mais dans toute cette histoire, ce que ces survivants ont accompli, ce n'est pas simplement réaliser des témoignages. Ils ont mis en lumière, concrètement, un pan entier de l'histoire américaine que personne ne voulait voir alors qu'il était bien là sous les yeux de tout le monde. D'un côté, si l'Église veut payer pour une abandon de poursuite, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Et en parlant, les victimes de cet enfer ont réussi à faire éclater la vérité au grand jour et enfin à être entendues. Parce qu'il se trouve que cet orphelinat de Saint-Joseph n'était pas un cas isolé. Il y a eu d'autres orphelinats catholiques, au Canada, en Australie, en Grande-Bretagne et en Irlande, qui présentaient les mêmes récits, la même violence institutionnelle, la même impunité et souvent les mêmes congrégations. À ce jour, aucune religieuse de Saint-Joseph n'a été condamnée. Mais leurs noms sont là, ils sont sortis, leurs visages aussi. Et surtout, aujourd'hui, leurs victimes parlent. Ces victimes ne sont plus des numéros, ce ne sont plus des enfants oubliés. Elles sont bel et bien là, debout, et elles réclament enfin qu'on les écoute. Perdu dans les bois du Maine, aux abords de la paisible commune de Poland, se trouvait l'Elan School, un établissement qui, derrière sa façade de centre thérapeutique pour adolescents difficiles, a longtemps été le théâtre d'histoires aussi sombres que controversées. Fondé en 1970 par Joseph Ritchie, un ancien toxicomane reconverti, mais aussi avec le soutien d'un psychiatre et d'un homme d'affaires, l'Elan School avait pour but d'aider des jeunes ayant un comportement considéré comme étant problématique. Les méthodes d'éducation étaient inspirées du programme Cinnamon, une organisation américaine visant à proposer une méthode de désintoxication à la drogue ou à l'alcool basée sur une violence extrême. Alors,
Leyland School, se basant sur ce genre de principe, lance une éducation basée sur une discipline elle aussi extrême. Et peu à peu, ce qui devait être un centre de réhabilitation s'est transformé en véritable institution privée, qui accueillait d'ailleurs tout type d'élèves. Il y avait des jeunes souffrant de troubles du comportement, comme des personnes qui avaient eu des problèmes avec la justice, ou sinon même des mineurs que les parents n'arrivaient juste pas à gérer. Dès les années 70, des voix commencent à s'élever. Des psychologues décrivent l'atmosphère de l'école comme étrange, déshumanisante, et certains parlent même de dérives dignes d'un lavage de cerveau. Pourtant, malgré de nombreuses inspections, peu de choses changent. Les autorités locales préviennent avant leur visite, et donc le vernis reste intact. Quand les autorités arrivent, l'école fait comme si tout allait très bien. Rien qui ne sort de l'ordinaire n'est montré. Mais dès que les autorités tournent le dos, le véritable visage de Leyland School se dévoile. Toujours dans le secret, car c'est des années plus tard que la vérité s'est fait entendre. Ce sont les témoignages d'anciens élèves qui ont permis de briser le silence. Et ce qu'ils racontent est glaçant. À Leyland School, les journées commencent à 6 h du matin. Il y a une matinée de corvée, une après-midi de thérapie intense et une soirée d'études. Pas de congé, pas de pause. L'école fonctionne selon une hiérarchie stricte où les élèves eux-mêmes participent à la surveillance et à la discipline des autres. Certains doivent nettoyer sans relâche, d'autres se voient retirer des droits fondamentaux. Par exemple, une élève rapporte avoir été placée en isolement pendant des semaines dans un coin de la pièce, dormant au sol, nourrie uniquement des restes des repas de ses camarades. Et parmi les pratiques les plus choquantes, une revient sans cesse, celle du ring. Un élève était placé au centre d'un cercle formé par ses camarades. Ces élèves avaient des gants et devaient faire face à l'élève au milieu du cercle au cours de combats successifs. Le but, punir cet élève pour une faute jugée grave ou le forcer à avouer quelque chose. Et cette méthode, bien que niée par les dirigeants de l'école dans les années 2000, est confirmée par plusieurs anciens élèves. Certains affirment que ces affrontements ont continué jusqu'à la fermeture même de l'établissement. Michael Skakel, qui était un membre de la famille Kennedy, est passé par Leyland School en 1977. Quelques années plus tard, il est jugé pour meurtre, un meurtre qui aurait eu lieu avant son admission à Leyland School. Et on a appris qu'il aurait été forcé à subir cette fameuse torture du ring en portant une sorte de panneau qui l'accusait de ce qu'il avait apparemment fait. Il aurait subi cette humiliation publique de la part de centaines d'élèves et ses avocats ont donc dit que c'était peut-être sous cette pression qu'il aurait avoué avoir commis le crime alors que potentiellement il n'en était pas à l'origine. Mais il faut savoir que Leyland School ce n'est pas que des punitions. C'était aussi un endroit où on était isolé de tout. Le lieu était encerclé par des forêts et si on voulait prendre la fuite, c'était extrêmement compliqué. D'ailleurs, certains s'y sont risqués et ils ont perdu la vie. C'était le cas pour deux d'entre eux, Brad Glickman et Dawn Birnbaum. En 2011, après plus de 40 ans de controverses, de non-dits, Leyland School a fermé définitivement ses portes. Officiellement, c'était à cause d'une baisse des inscriptions et d'une campagne de dénonciation massive sur internet menée par d'anciens élèves ayant arpenté cet endroit sous des pseudonymes. Mais pour beaucoup, cette fermeture signe surtout la fin d'une époque, celle d'un système éducatif autoritaire, opaque et longtemps protégé par des intérêts privés mais aussi politiques. Aujourd'hui, l'histoire de Leyland School, c'est un rappel brutal des dérives possibles lorsque le pouvoir est laissé entre les mains de quelques-uns sans surveillance réelle. Si certains anciens élèves affirment avoir été sauvés par ce programme, d'autres avouent vivre encore avec les cicatrices physiques mais surtout psychologiques de ce qu'ils y ont subi. En Irlande, les cicatrices du passé sont encore bien visibles. Il y a une date cruciale mais souvent passée sous silence, celle du 25 septembre 1996, un jour où la dernière blanchisserie des Magdalen a fermé ses portes. Ces institutions, rendues tristement célèbres par un film, The Magdalen Sisters, ont longtemps fait partie d'un pan obscur de l'histoire irlandaise. Pourtant, elles ne sont pas seulement un souvenir de l'Irlande conservatrice du XXe siècle, elles sont aussi le symbole d'un système de contrôle social, d'un endiguement de la marginalité, mais aussi d'une société qui a préféré enfermer plutôt que de comprendre. Les blanchisseries des Magdalen, c'était des établissements où entre 1922 et 1996, environ 10 000 femmes et jeunes filles ont été enfermées. Certaines ne restaient parfois qu'une semaine, d'autres des années. Mais généralement, ces personnes se retrouvaient là-bas contre leur gré. C'était leur propre famille qui les plaçait là-bas, une véritable trahison, avec l'accord bien sûr des autorités locales et même de l'église. Mais pourquoi étaient-elles enfermées là-bas? Les raisons pouvaient varier.
c'était soit parce qu'une jeune fille était tombée enceinte hors mariage, ou alors parce qu'un de leurs voisins les trouvait trop séduisantes et qu'ils ne pouvaient contenir ses pulsions, ou alors simplement parce qu'elles osaient penser un peu en dehors des cases fixées. Elles se posaient peut-être parfois un peu trop de questions sur la religion, voulaient ouvrir leurs esprits, s'intéresser à plus de choses, ne pas rentrer dans ce qui était dicté, et pour toutes ces raisons, elles étaient enfermées dans ces fameux établissements de blanchisserie où elles étaient poussées pour retrouver ce qui était acceptable pour la société. C'est au XVIIIe siècle que ce genre de concept a commencé à se développer en Irlande. La base même, ça remonte par contre bien plus tôt au XIIIe siècle en Italie, où découvre accueillir des femmes qui étaient jugées comme perdues. Ce phénomène s'est développé en Europe, menant donc vers ces fameuses blanchisseries. La première structure a été fondée à Dublin en 1767. Au départ, l'idée était plutôt bienveillante, mais petit à petit, l'influence des ordres religieux catholiques a transformé ces espaces censés aider en lieux d'enfermement, en des sortes en soi de prison. Là-bas, les femmes lavaient le linge, elles étaient dans des blanchisseries, mais elles n'avaient pas le droit de parler. Elles n'étaient pas payées. À leur arrivée, on leur rasait les cheveux, on leur ôtait leur identité, en leur donnant le nom d'une sainte, et elles étaient ensuite oubliées du reste du monde. Et au fur et à mesure du temps, au fil des décennies, ces fameuses blanchisseries des Magdalènes sont devenues concrètement des prisons. Une fois qu'on était à l'intérieur, il était très difficile d'en sortir, que ce soit par la fuite ou simplement par un moyen plus classique. Les journées de travail s'enchaînaient sans repos. Aucun contact avec les familles ou l'extérieur n'était autorisé. Des prières étaient imposées. Et naturellement, il y a eu de nombreux abus. Des sévices étaient réalisés quotidiennement, ce soit en poussant les femmes présentes dans ces établissements à travailler encore plus, sans les remercier, sans reconnaître leur valeur et leur identité, en les humiliant. Et c'est seulement dans les années 90 que là, les témoignages ont commencé à se lancer. Donc des siècles après l'arrivée de ces établissements en Irlande. Il y a eu des documentaires qui ont mis en avant ce que l'Irlande avait décidé d'oublier, parce que quand ces blanchisseries ont fermé, l'Irlande a fermé les yeux sur ce qui s'était passé. Ils ont fait comme si cette partie de l'histoire ne leur appartenait pas. Et à la suite des documentaires donc, des commissions d'enquête se sont lancées. Et au-delà des chiffres, des personnes qui ont traversé ces établissements, c'est surtout les témoignages qui interpellent. Des témoignages de femmes qui ont passé toute leur vie à laver un linge qu'elles n'avaient jamais elles-mêmes sali. Des témoignages de mères privées de leurs enfants. Des jeunes filles qui ont été envoyées là parce qu'elles étaient simplement un peu différentes. Tous ces témoignages différents racontent une seule et même chose à chaque fois. On parle de destin brisé dans le silence et dans l'oubli. Et après des années de pression, le gouvernement irlandais a présenté des excuses officielles en 2013. Une indemnisation a été proposée aux survivantes avec un accès élargi aux soins. Mais les failles restent béantes. Beaucoup de femmes n'ont jamais été enregistrées officiellement au sein de ces établissements et donc elles se sont vues refuser toute aide. D'autres, par contre, en acceptant l'indemnité, renoncent à toute poursuite judiciaire. Aucun procès n'a eu lieu concernant les événements au sein de ces blanchisseries, donc aucun responsable n'a été condamné. Et pire encore, les archives de ces institutions, au lieu d'être ouvertes à la recherche et à la mémoire, sont retournées aux congrégations religieuses dans le secret. Encore une fois, l'histoire de ces femmes a été étouffée. Mais en 2017, le scandale, encore une fois, est apparu. Parce qu'il semblerait que certains ne semblent pas apprendre de l'histoire pour ne plus faire des mêmes erreurs. L'un des endroits qui servait d'établissement pour ces blanchisseries a été racheté et allait être transformé en hôtel low cost, employant donc des femmes à un très bas salaire. Un geste symbolique extrêmement fort qui montre qu'un devoir de mémoire ici n'est pas respecté et qu'aucune leçon n'a été retenue du passé. Les survivantes, elles, vieillissent, leurs voix s'éteignent doucement, et si aucun effort massif n'est entrepris pour archiver leur récit, pour recueillir leurs témoignages et enseigner cette histoire aux générations futures, une fois de plus, l'histoire des Magdalene Sisters retombera une fois de plus dans l'oubli. Mesdames et messieurs, on en a fini pour ces histoires. J'espère que ça vous a intéressé. J'espère avoir un peu sensibilisé sur ce genre d'événements. Alors je sais qu'il y a des histoires qui sont particulièrement connues, je pense notamment à Ellen School. Dans la vidéo, j'ai fait exprès bien sûr de ne pas rentrer dans tous les détails sordides et sanglants. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse là, c'est plutôt sensibiliser et dire un peu ce qui s'est passé, comment les choses ont évolué derrière. Surtout pour ceux qui ont traversé cet enfer, j'espère avoir réussi à le faire avec le plus grand respect possible. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous trouvez qu'elle a été pertinente, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram AkenTV que je vous affiche juste ici si vous souhaitez me partager peut-être des sujets de vidéos, me faire des retours, aussi me partager peut-être des histoires que vous-même avez vécues. N'hésitez vraiment pas à me suivre là-bas. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken.
Salut!